merci de nous avoir projeté ce film que j'avais entendu parler, j'ai vu quelques extraits, mais qui est bien beau, du point de vue purement plastique et filmique en tout cas. Et puis où je n'ai pas vu tellement de contresens sur l'histoire de la jeunesse de Marx. Parce que le film est clair, il s'agit du jeune Karl Marx, et il se termine au moment où il va devenir Marx. C'est sa formation, si vous préférez. Et je ne dis pas que la jeunesse de Marx n'est pas importante, c'est loin de là, mais je veux dire, le philosophe que Marx a le plus travaillé, c'est Hegel, n'est-ce pas? Le travaillant, le critiquant, le renversant, tout ce que vous voulez. Mais il a toujours dit qu'il y a une distance énorme entre Hegel et les autres philosophes bourgeois, tout de même. Il a même été un peu plus grossier que ça. C'est un texte un peu moins connu dans une correspondance avec Engels, et il dit, je viens de lire la mode était au positivisme à ce moment-là. Je ne fais pas des détours, on est en plein dans la formation de Marx. Le positivisme, vous savez, qui a été fondé par Auguste Comte, et qui n'est pas une pensée idiote, hein, loin de là, hein. Enfin qui est un petit peu réductrice sur beaucoup de plans, surtout par rapport à l'œuvre de Marx, qui développe ce que Marx, à partir de Marx, on va appeler un matérialisme mécaniste et non pas un matérialisme dialectique. C'est des mots, on va se mettre d'accord sur tout ça, c'est pas le plus important. On est sorti de la terreur structuraliste des années 70, on peut parler comme on veut de tous et qu'on s'entende sur ce que veulent dire ces mots-là. Je vais faire une deuxième parenthèse, je vous saoule avec mes parenthèses, mais je fais exprès. Parce que c'est important. On m'a demandé d'intervenir comme philosophe. Philosophe, c'est embêtant parce que c'est la seule discipline qui a... Le botaniste, il a les plantes en objet. Le zoologue, il a les animaux. L'astronome, les planètes, les étoiles, les astres. Le philosophe, il a les mots. Étoiles, animaux, végétaux. Hein? S'il y a une poule qui rentre dans la pièce, et je vous demande c'est un animal ou végétal, tout le monde va dire c'est un animal, on est d'accord. Je suis pas idiot. Comment on le sait? On le sait, elle bouge, la poule, l'arbre il est... Si, l'arbre il bouge, mais en hauteur. Il croit. Et le philosophe c'est agaçant parce que ça interroge les mots. Puis le corail, il est comme l'arbre, il est planté, mais on le classe dans les animaux. Ouais, je ne pousse pas trop parce que ça va, je vais vous exaspérer. Ou vous amuser, hein, c'est pareil. Bon voilà. Mais en tout cas, on perdrait du temps. L'essentiel, c'est qu'on voit qu'on se mette d'accord sur l'usage du mot pendant notre conversation. Je vais donner un exemple, parce que je m'arrêterai là sur cet aspect des mots, parce que je travaille dans une discipline qui a été fondée par un Socrate qui agaçait les gens en posant des questions dans la rue. Qu'appelles-tu? Qu'appelles-tu? Pas qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une étoile? C'est une question d'astronome. Qu'appelles-tu une étoile? C'est une question de philosophe. D'accord? Qu'est-ce que Dieu? Dieu est. La question ne porte plus que qu'est-ce qu'il est. Mais on a déjà dit qu'il est. Le philosophe ne va pas si vite. Qu'appelles-tu Dieu? Quand tu me l'auras dit, je t'ai dit si ça peut exister un truc comme ça ou pas. Vous voyez? Et ça peut exister. Allez, je finis ma parenthèse sur puisque je suis dans le religieux. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est une citation importante qui est tirée d'un livre canonique, l'évangile d'une religion qui est celle de l'Occident quand même. Alors, on peut dire que ce n'est pas de ce monde, voilà, hein, comme dirait Nietzsche. Nietzsche est très à la mode, hein, beaucoup plus que Marx. Ah, ça c'est vraiment les arrière-mondes, ne regardez pas de ce monde, voilà, le christianisme ça renvoie à des choses invisibles, là, c'est contre le monde réel où il y a des maîtres, des esclaves, voilà. Et lui il se mettait dans les maîtres. Hein. C'est les collectivistes, les progressistes qui sont des idéologies d'esclaves. Je ne peux pas porter le chapeau à ce pauvre Nietzsche qui a fini bien mal, mais je veux dire, je me moque un peu du néo-nietzschéisme à la mode qui arrange le capital. Voilà. Vous savez, il y a des gagneurs, des losers, il y a des maîtres et des esclaves. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ah oui, on peut dire, ça veut dire l'essentiel, c'est pas ici, c'est pas dans la vie que ça se passe ailleurs. Mais attendez. Moi, je regarde les mots, je suis philosophe. Mon royaume n'est pas de ce monde. Pronom démonstratif, là, ce. Moi non plus, mon royaume n'est pas de ce monde dirigé par le capital. Le seul moment où le Christ est violent, c'est en chassant les marchands du temple, que je sache, non?
Ça peut vouloir dire simplement, il faut changer de monde. Mais mon royaume, il n'est pas de celui-là. Vous voyez, le tout, c'est qu'on se mette d'accord. Je ne dis pas que c'est ça, je ne veux pas donner une interprétation de plus. Ça fait 2000 ans qu'on interprète l'Évangile. Pas... Mais pour vous dire la manière de procéder, il faut être honnête. Pas donner une définition, puis en trouver une autre. Voilà, je finis avec cet exemple-là. Donc, dans cette lettre à Engels, Marx tombe sur des considérations de philosophes positivistes qui n'ont pas tous le même talent que le fondateur Auguste Comte. Il dit à côté de Hegel, c'est de là, excusez-moi, en 5 lettres. Voilà. Or, pourquoi j'ai fait intervenir Hegel? Parce qu'on parlait, vous voyez, croyez que je perds mon fil, de la jeunesse de Marx. Et je dis, oui, mais là, le film s'arrête quand il devient Marx. Or, Hegel a une formule que Marx n'a jamais reniée. Le résultat n'est rien sans son devenir. Ça ne sert à rien. Un résultat, c'est rien, c'est un néant si on ne tient pas compte de tout le temps qu'il a fallu pour produire ce résultat. Toute cette partie éternellement cachée, qu'on nous dérobe, qu'on nous censure. La marchandise ne dit pas par où elle est passée, c'est pas marqué sur elle. Par quel enfer elle est passée. Si ça vous intéresse, de restituer la partie cachée de la marchandise, pas la partie vitrine, pas la partie bling-bling, pas la partie qu'on nous présente, pas le marketing, mais merchandising, enfin, on peut multiplier. Vous savez ça, le but, c'est pas de dire ce qu'elle est, pas où elle est passée, le but, c'est que vous l'achetiez. Le but du marketing. Mais son histoire réelle, j'ai vécu 34 ans au sud du Sahara, parmi les pays les plus pauvres du monde. Je pense au Mali, au Niger. J'ai vu arriver des experts, avec des guillemets, ça s'appelle comme ça, de la Banque mondiale, du FMI, qui venaient conseiller les dirigeants de ces pays, en leur disant, vous vivez au-dessus de vos moyens. Les pays les plus pauvres du monde, les PMA, ça s'appelle comme ça, à Bruxelles, les pays les moins avancés. Ce n'est pas les pays en voie de développement, c'est dans les pays en voie de développement, ceux qui sont en bas de l'échelle, financièrement, économiquement parlant, qu'on appelle les PMA. Vous vivez au-dessus de vos moyens. Vous allez me faire plaisir de liquider tout le secteur public, de privatiser. On va créer un bureau de reconversion. Dans chaque pays, ça a été créé. Je l'ai vu sous mes yeux. J'étais même financé par vous. Je n'ai jamais gagné autant d'argent. Je vous rassure, j'ai fait un suicide social entre-temps où je ne me suis pas loupé. Et je suis beaucoup mieux maintenant. Mais enfin, non, parce que c'était financé par la Commission européenne, le projet auquel j'ai travaillé, c'est-à-dire par vos impôts. C'est quoi la Commission européenne? Ça finance avec les impôts qu'on vous prélève. Je m'occupais de musique, je vous rassure. Donc, les experts arrivent, vous vivez au-dessus de vos moyens. Vous allez liquider le secteur public dans un pays où un fonctionnaire fait vivre 300 personnes. Un petit policier, un douanier, un quelqu'un de la poste. Vous vous rendez compte du nombre de personnes qui défilent chez lui tout le jour? Ah, toi qui as un salaire, il faut nous donner un peu parce qu'au village on est malheureux. Ben oui, pauvre vieux. Et vous allez tripler le prix des produits vivriers, le mil, le maïs, le riz, etc. Mais si vous faites tout ça, on vous prêtera peut-être, avec un intérêt, quelques milliards par tranche, par tranche. Si vous votez pour nous à l'ONU, contre les Russes, etc. Bon, c'est pas fait pour se développer, l'aide au développement. Vous avez déjà vu un pays en aider un autre à devenir son concurrent, vous? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est incroyable qu'on y croit, des trucs comme ça. Vous vous rendez compte? On se chamaille entre nous, entre Allemands, Français, Anglais, pour qui va vendre sa camelote, ses usines nucléaires, ses bagnoles, et vous voulez qu'on ait le Nigeria rentré dans la danse? Un pays de 140 millions d'habitants avec une tonne de pétrole par habitant, donc il n'y a plus qui se développe. Alors on serait bien. Déjà avec les Américains, vous avez vu, pas de cadeau, Et vous voulez qu'on... Non, ça n'existe pas. On les aide à avoir juste l'argent pour payer leur police et leur armée pour pas qu'il y ait de coup d'État. Pour les avoir avec nous. Donc ces experts-là, ils arrivent, ils disent ça, après ils s'en vont. Il y a une émeute de la faim derrière eux, vous comprenez bien. Si vous privatisez, c'est dans ces pays-là, c'est le peu qu'il y a. D'accord? Mais eux, ils sont partis. Ils vont faire leur rapport à la Banque mondiale et ils vont encaisser 4 plaques à la fin du mois.
Alors, tout ça, c'est actuel, l'aide au développement. L'aide à ne pas se développer. Ah, il y a des pays qui sont sortis du sous-développement et qui sont devenus des géants industriels, je pense au Japon. Mais précisément parce que ce n'est pas la Banque mondiale, hein, c'est eux-mêmes qui ont décidé. Vous savez, c'est l'ère du Meiji, hein, c'est pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, où les empereurs ont décidé, voilà. Hein. C'est pas des saints, les empereurs japonais, loin de là. Mais enfin, là, le développement, il est venu d'eux-mêmes. Citez-moi un seul pays qui soit passé au stade du développement économique avec l'aide d'un autre. Moi, je ne connais pas. Et pourtant, j'ai vécu dans le monde du développement. Je suis né au Vietnam, je suis corse. Alors, les Corses, ils fuyaient la misère corse dans l'empire colonial. Je suis né dans les valises de mes parents. Voilà. Et vous voyez, je suis né en Asie. Et je tiens beaucoup à rappeler ces choses-là parce qu'elles sont concrètes. Le résultat n'est rien sans son devenir. Je suis en train de vous montrer avec la monstruosité d'une politique de la Banque mondiale, mais je ne suis pas en train de parler d'un type qu'on voit en train de poser une bombe, là, vous voyez, ou d'égorger un passant, ce qui est horrible. Hein. Non. Je parle de criminels qui sont bien dans leur peau, hein, et qu'on ne prend pas comme des criminels. Qui sont même des démocrates, qui donnent des leçons de démocratie. Dites donc, il y a une élection au Burundi, c'est pas clair. De quel droit? C'est extraordinaire. Et les Burundais ne sont pas capables de... Vous vous rendez compte? On a fait quand même 3 millions de morts au Vietnam, je suis né alors j'en parle un peu plus passionnément. Comme ça, parce que ce pays à 10 000 km des États-Unis avait décidé d'avoir une option communiste. 3 millions de morts, ça vous apprendra. C'est quand même extraordinaire. J'en courais pareil, hein, à l'époque. Maintenant on dit que c'est les Coréens qui nous menacent. C'est pas ma tasse de thé, hein. C'est un autre problème. Si la Russie n'était pas entourée de menaces comme jamais elle a été entourée, j'ai 70 ans passés, j'ai vécu la guerre froide, j'ai jamais vu autant de dangers de guerre que maintenant. C'est pour ça que j'en parle un peu. Ça peut durer, hein, je ne suis pas en train de dire demain c'est l'apocalypse. Mais j'ai jamais vu autant de dangers de guerre généralisée que maintenant. Il y a la plus formidable armada de tous les temps qui se déploie de la mer Baltique à la mer Noire. D'accord? Si ce n'était pas le cas, si la Russie n'était pas menacée et que j'étais citoyen russe et qu'il y avait des élections, rien ne vous garantit que je voterais Poutine. Hein. C'est pas ça mon problème, ça c'est le problème des Russes. Mon problème c'est la monstruosité du parcours de la marchandise. Hein. Je ne l'ai pas oublié. J'ai parlé du FMI à cause de ça. Quand une marchandise, comme simplement 1 kilowatt d'électricité nous arrive, j'ai parlé du Niger, parce que c'est le dernier pays dans lequel j'ai vécu, c'est notre plus grande ressource en uranium. Vous voyez pourquoi j'en parle? Sans le Niger, pas d'énergie nucléaire. Je ne suis pas contre l'énergie nucléaire, je sais que ça choque beaucoup de gens, y compris parmi vous, j'ai le courage de mes opinions. Et je pense que c'est de loin l'énergie la plus propre et écologiquement et à tout point de vue. Et quant au problème des déchets, on a quelques millions d'années pour y penser. Et il faudrait être naïf pour croire que dans quelques millions d'années, ça se posera comme aujourd'hui, quand on voit la vitesse à laquelle les problèmes technologiques changent. Et je n'ai pas une confiance aveugle dans la technologie, je dis simplement que quand on regarde les inconvénients des autres sources d'énergie, c'est de loin la moins dangereuse. Je pense même que le progrès a toujours été écologique. Je sais que je choque. Allez, on va se mettre d'accord. Le charbon de bois, c'est ce qui a précédé tout dans nos régions. Ça a précédé le charbon même. Si on avait continué au charbon de bois, il n'y aurait plus un arbre sur Terre. Avec l'énergie qu'on produit aujourd'hui. Hein. Heureusement qu'il y a eu le progrès, c'est-à-dire qu'on est passé du charbon de bois au charbon. Mais le charbon, c'est une catastrophe aussi, hein, du point de vue de traces. Les couches d'ozone. Donc heureusement qu'on est passé du charbon au pétrole. Parce que simplement, ça c'est du scientifique, il faut 7 fois moins de quantité de pétrole que de charbon pour produire la même quantité d'énergie. Et heureusement qu'on est passé du pétrole au gaz. Vous voyez comment j'arrive au nucléaire. C'est tout, moi c'est comparatif. Et j'espère qu'on va arriver à ITER. Vous savez, ITER, là, près de... Entre Pierre-Latte, là, la France a eu la chance, bien battue, parce que les Américains voulaient que ce soit le Japon, d'abriter ce qui sera la source d'énergie des siècles qui viennent, la fusion contrôlée, où il n'y a même plus de radioactivité, et qui utilisera comme matériau l'hydrogène. Alors là, vous savez, on ne risque pas d'en manquer, parce qu'on vous parle de la raréfaction des ressources. On
produit plus de nourriture pour 11 milliards d'habitants maintenant qu'on en produisait pour moins de 2 milliards il y a 150 ans. Je fais une parenthèse très marxienne. Marx se moquait d'un syndicaliste anglais qui était contre la hausse des salaires. Il y avait déjà des CFDT, et qui disait « c'est pas en augmentant la taille des cuillères qu'on aura plus de soupe ». Marx disait « oui, ça veut dire que la soupière ne bouge pas comme quantité globale. Hein. » Et maintenant, on vous dit les ressources sont limitées. Vous ne voyez pas le rapport? Allez, l'hydrogène, 98% de l'univers, y compris notre corps, c'est l'hydrogène. Ça, on ne risque pas d'en manquer. Au siècle des siècles, comme disent les livres. Voilà, je refais ma petite parenthèse, qui n'est pas provocatrice. Je pense sérieusement qu'on nous terrorise. Il ne faut pas être terrorisé. C'est un devoir, pas un droit. Mais le désaccord avec moi, vous le trouvez dans tous les journaux. Donc, pour l'instant, juste pour ce soir, vous me permettez d'apporter une autre note que l'idéologie dominante. Parce que vous n'allez pas me faire le coup de l'écolo subversif. J'ai écouté Macron, il est contre, il est pour les éoliennes, il est pour... Non mais j'ai écouté, j'écoute. Hein. Le nucléaire, je pense que l'idéologie dominante, elle est plutôt pour. Non. Vous n'écoutez pas les discours des dominants. Non mais vous voyez pas ce qui se passe non plus. Mais si, non mais je suis aveugle, je sais bien. Non, je vous vois venir. Mais je vous dis, laissons ça de côté d'abord parce que je suis sûr que d'autres voudraient la parole, je vous la donnerai, mais quand on passera aux questions. Oui. J'avais pas fini mon chapitre. Développer le propos de Dominique, après il y aura... Pour une fois que j'enfonce un coin dans l'idéologie dominante, je veux dire interroger autour de vous, tout le monde sera contre moi, et d'accord avec vous. Mais sur un Torah la parole, il n'y aura pas de souci. Hein, d'accord? Tout le monde sera d'accord avec vous que de nos jours, le progrès, c'est une catastrophe, qu'on respire plus, qu'il y a la couche d'ozone et qu'il y a un réchauffement. Tout le monde sera d'accord là-dessus, pas moi. Donc c'est pas vous le subversif ici. C'est pas vous. Alors c'est peut-être moi qui ai tort, mais vous êtes majoritaire. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est pas vrai. Mais si. Interrogez autour de vous. Commencez par la salle. Vous verrez. Et la salle, vous savez, c'est ce qu'il y a de mieux par rapport à Neuilly. À Neuilly, ils pensent qu'à ça, je veux dire. Allez, je vous donne un exemple précis. Sur Facebook, on me poste l'autre jour, sur le poste de mon association, on me poste un véhicule sur la Seine, un véhicule très aérodynamique, qui est expérimental, qui marche... qui dégage pas un atome de carbone et qui est absolument silencieux, électrique. Tollé des commentaires écologistes. Moi, je croyais que vous alliez dire, ben voilà, enfin quelque chose qui nous change les péniches avec le mazout et ces catastrophes. Ah non, ça ne les avait pas dérangés. Comme quoi, ce n'est pas l'environnement qui les intéresse, c'est le progrès qui les agace. Parce qu'avec le progrès, il y en aura pour tout le monde. Et vous vous rendez compte, si les ménagères chinoises prennent des machines à laver, où va-t-on? Il faudra 50 planètes. Hein, vous voyez, vous le dites avant moi. Je vous le dis avant vous, pardon. Hein? Non, mais on connaît ça. Allez dire aux Chinois, si vous ne voulez pas être lynchés, je vous interdis d'avoir de machines à laver, c'est nous qui les avons eues, il fallait être là avant, maintenant c'est trop tard, la planète va supporter que vous en ayez aussi. Essayez, je suis contre cette écologie-là, voilà. Maintenant, mon environnement, j'en suis soucieux comme tout le monde, hein. Je ne me couche pas sous les tuyaux d'échappement en respirant avec délice leurs émanations. C'est quoi ces causes-là où tout le monde est d'accord? Personne ne veut un mauvais environnement, ni pour soi, ni pour ses enfants, ni pour personne. Voilà. Mais non, je suis en train de vous montrer ce que Marx appelle l'idéologie dominante. Il n'y a pas d'idéologie marxiste. Dans la production sociale de leur existence, je le cite mot pour mot là, le texte peut-être où il y a le plus de Marx dans le moins de lignes, pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui auraient la flemme de lire le reste, parce que c'est une vie colossale d'efforts, la rédaction de Marx. Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports nécessaires, déterminés, indépendants de leur volonté, il n'a pas attendu Freud, rapports de production qui correspondent à un degré déterminé du développement des forces productives. Je m'arrête là parce que c'est abstrait, comme tout ce qui est extrêmement concret. C'est Leibniz, le grand philosophe du XVIIe siècle, qui disait « il n'y a de concret que par l'abstrait ». On ne connaît la structure du monde concret qui nous entoure que depuis qu'on a fait le détour par les mathématiques, réfléchissez. Alors que quand on observait les astres sans faire des maths, à l'époque de l'astrologie, on ne comprenait rien du tout au monde qui nous entourait. On croyait qu'en bâtissant des tours, on verrait mieux les étoiles. Les tours de 30 mètres. Bon. Dans la production sociale de l'existence, première chose, l'homme s'est produit, c'est pas naturel.
dans la production sociale de leur existence, les hommes, etc. L'homme, c'est une production, c'est pas naturel. Et ça, c'est pas Marx qui est le premier. Il y a eu un XVIIIe siècle, il y a eu un siècle des Lumières avant dont il est l'héritier. C'est Rousseau dans le contrat social. Celui qu'on vous déforme en disant, lui, c'est l'homme de la nature. Rousseau dans le contrat social, je ne parle pas dans son dos, je le cite, livre 1, chapitre 8. Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct et en donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. Avec ma main droite, je fais l'état civil, avec ma main gauche, je fais l'état de nature. Quoi qu'il se prive dans ce nouvel état, c'est alors seulement que la voie du devoir succédant à celle de l'appétit et le droit à l'impulsion physique, l'homme qui jusqu'ici n'avait regardé que lui-même, l'individu dans la nature, se voit forcé sur d'autres principes et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Quoi qu'il se prive dans ce nouvel état, Rousseau n'est pas idiot, de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands. Ses facultés s'exercent et se développent, ça va vite. Hein. Rien que ça, ça résume le rapport qu'il y a entre langage et pensée, par exemple. Imaginez qu'on soit en train de faire des calculs avec les chiffres romains, où on en serait. Vous savez, les chiffres romains, c'est empirique. 1, c'est un bâton. 2, c'est 2 bâtons. 3, à partir de 4, on s'embrouille. Donc, il faut une lettre. Vous vous rendez compte, pour exprimer les grands nombres, où on en serait. La manière dont on parle détermine comme la manière dont on pense. On n'a pas pu penser de grands nombres, hein, et dont dépend la vie, quelquefois, d'un astronaute à des millions de kilomètres. C'est important, ces choses-là, hein, les grands nombres. Si on n'avait pas eu des chiffres pour exprimer ces nombres. C'est un mot arabe, sifl, qui ne désigne pas une quantité, mais la manière de les exprimer. Le langage détermine la pensée. Donc, je ne vais pas tout recouper Rousseau. Ses facultés s'exercent et se développent. Ses passions s'ennoblissent. Ben oui, la sexualité qui n'est pas du tout à mon service, c'est au service de l'espèce qui se moque de moi complètement. Les sauterelles s'accouplent et meurent immédiatement après. Elles ont rempli leur fonction pour l'espèce. La sexualité devient amour, devient mariage. Et même au bout de quelques millénaires d'histoire, de polygamie passe à la monogamie exogamique. Ça a été étudié très rapidement. À l'époque d'ailleurs où sort le mythe de Tristan et Iseult, comme par hasard. J'illustre Rousseau. Je ne veux pas interrompre cette phrase extraordinaire, cette progression, ce crescendo. Il en regagne de si grands des avantages en passant de l'état de nature à l'état civil, l'homme. Ses facultés s'exercent et se développent, ses passions s'ennoblissent, son âme tout entière s'élève à tel point que, et j'arrête le crescendo là, parce que si on arrête là, on se dit, mais franchement, on nous a très mal enseigné Rousseau, on nous a dit que c'est un naturaliste, alors il est en train de dire qu'on a gagné le pompon en passant à l'état civil, à vivre en société, c'est quand même mieux que dans la nature. Oui, seulement il y a une phrase terrible qui suit. Si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, comment peut-on être en dessous de l'animal, hein? Il devrait, l'homme, bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais, on ne peut pas retourner à l'état de nature pour Rousseau, et qui d'un animal stupide et borné fait un être intelligent et un homme. Je reviens sur mes pieds, quand Marx dit dans la production sociale de leur existence, il faut sortir de l'état de nature pour produire ce qu'on appelle l'anthropologie. Sinon, on reste dans la zoologie, dans laquelle nous sommes jusqu'à notre mort pour certaines parties. Quand je dis il faut manger pour vivre, ça nous le partageons avec le monde animal. Hein. Mais il y a autre chose qui s'est intervenu. Dès les premiers silex éclatés, il y a autre chose. Car les enfants qui sont nés à l'âge de la pierre polie ne vont pas retourner à l'époque de la pierre taillée. Ils ne recommencent pas à zéro comme l'hérédité biologique. Il y a un progrès. Les trois notions les plus combattues depuis 40 ans, et en particulier depuis que le capitalisme a le monopole de l'idéologie mondiale, mondialisante. Le triangle maudit dans l'idéologie dominante, c'est à pour sommet l'homme, l'universel et le progrès. C'est les trois notions les plus combattues. Donc je précise ce que j'ai appelé l'idéologie dominante tout à l'heure, parce que j'ai été interpellé là-dessus. Ça me permet de faire ce développement. L'homme, regardez Foucault, le maître à penser de la post-modernité, c'est comme ça qu'on dit, non? Le philosophe des bobos. Je suis bobo socialement, hein, je veux dire, mais j'ai essayé d'en sortir.
je laisse parler Foucault, moi je ne parle pas dans son dos. L'homme est une création récente et qui, fort heureusement, est appelé à disparaître bientôt. Je cite une de ses phrases les plus célèbres. Tu vois je pourrais citer Lévi-Strauss, enfin, tous les maîtres à penser du post-marxisme, je veux dire, ils s'attaquent l'humanisme, Althusser, qui pourtant était censé, n'est-ce pas, bien connaître Marx, en avouant après le meurtre de sa femme, la terre lui soit légère, comme on dit en Afrique, ou Dieu est son âme, comme vous voulez, et qu'il a fait sa confession où il avoue qu'il n'avait jamais lu Hegel. Bon, passons, je vais m'énerver. Althusser dit le marxisme n'est pas un humanisme. Cet acharnement contre la notion d'homme. Vous voyez, je rejoins l'écologie, là. J'ai parlé avec des jeunes qui me disent mais attendez, à côté d'eux, Hitler, c'est un petit bricoleur régional. Hein. Hitler, il en voulait aux progressistes, aux communistes, aux juifs, mais pas à l'humanité entière. Il y en a qui disent la plaie de l'univers, c'est l'humanité. Moi, j'entends ça. Je le lis même dans des revues. Que l'homme est l'ulcère de la nature. C'est contre cet écologisme-là que je me bats encore une fois, je me battrai toujours pour défendre un environnement collectif sain et de plus en plus amélioré. Et débarrasser surtout des tares que la cupidité du capitalisme lui impose. Donc voilà, je veux dire, le résultat n'est rien sans son devenir. Je commente toujours cette phrase de Hegel. À valeur de démonstration, le simple fait de reconstituer l'histoire des marchandises que nous consommons, moi je ne reproche pas de les consommer, je suis le premier à les consommer, il ne manquerait plus qu'on culpabilise. Là encore, je fais une parenthèse. Je suis fatigué d'entendre critiquer la société de consommation. Moi, je trouve que je ne consomme pas assez. Voilà, je vais être obscène, n'est-ce pas, par rapport à l'idéologie dominante. Hein, parce que j'entends ça à la télévision des gens. Vous imaginez ce que gagnent les présentateurs d'Antenne 2 Non, ça existe encore, Antenne 2 Je suis un peu vieux. Hein. Excusez-moi. Oui, j'ai beaucoup voyagé, je ne sais plus où je suis. De France 24, et qui sont là en train de dire que dans notre société de consommation, Nicolas Hulot, il descend dans les hôtels avec des jacuzzi, il consomme une flotte que moi je ne consomme pas, ni vous, le centième de la flotte qu'il consomme. Bon, peu importe. C'est pas ça que je vis. Ce que je vis, c'est l'expression, c'est mon côté philosophique, l'expression société de consommation. J'ai rien contre le consommateur. Je suis fatigué qu'on me montre un reportage sur une grande surface et qu'on me dit les consommateurs, comment les consommateurs? Mais il y a des ouvriers là-dedans, il y a des producteurs, il y a une femme qui sort d'une journée épuisante à la poste où elle s'est fait insulter par une queue de 200 personnes parce qu'on a supprimé la moitié des postes et qu'on lui fait porter le chapeau à elle. Vous avez déjà vu ça à la poste, hein? Bah, eh ben, voilà. Moi, une fois, je me suis fâché contre la queue. Et j'ai dit, écoutez, vous avez voté pour les gens qui ont supprimé des emplois, alors vous n'allez pas l'engueuler, elle, non? Vous voyez, s'il y a une société de consommation, j'ai un grand ami qui est mort, Michel Clouscar, sans doute le plus grand penseur français de l'après-guerre. On commence à en reparler, j'étais de plus en plus, et on vient de rééditer son chef-d'œuvre monumental, une espèce d'histoire de la France, en gros, du Haut Moyen-Âge à la Révolution française non incluse, toute la formation de l'Ancien Régime, si vous voulez, qui s'appelle Lettres et le Code. Or, Clouscar dit à un moment donné, avec son accent du Tarn outré qu'il avait, s'il y a une société de consommation, il faut me dire où elle est, hein, j'y vais tout de suite, c'est le communisme réalisé. Enfin, il ne faut pas... Quand vous consommez, vous avez bien le droit, vous avez produit plus de valeur que vous ne consommez. Il y a deux classes sociales dans l'histoire. Il y en a 10 000, hein, quand on nuance. Mais il y en a deux toujours qu'on retrouve. Il y a la classe de ceux qui consomment plus qu'ils ne produisent, et la classe de ceux qui produisent plus qu'ils ne consomment. Pendant que je vous parle, il y a des enfants de 5 ans aux Indes qui, pendant toute leur vie, vont fabriquer des briques. Ils ont commencé à 5 ans pour payer les dettes de leurs parents dans des briqueteries où l'espérance de vie n'atteint pas la quarantaine. Et nos enfants faisaient ça il n'y a pas si longtemps, à l'époque du film qu'on a vu, à Manchester, n'est-ce pas? Et on a les rapports d'inspecteurs du travail, je ne suis pas en train de noircir le tableau, je suis bien en deçà de la vérité. Il y avait des enfants de 6 ans. Votre gamin de 6 ans travaille au four, l'espérance de vie, c'est 45 ans. Au four de la sidérurgie de l'époque, puis il n'y avait pas les trucs, les machines de sécurité, il n'y avait pas de CGT, il n'y avait rien. Si loin, mon père a travaillé à 12 ans. C'est déjà plus, mais c'est pas comme nous. Hein. Voilà. Et ça paraît monstrueux, heureusement que ça paraît monstrueux, vous voyez.
C'est le plus grand goulag de tous les temps, l'usine du siècle dernier, si vous regardez bien. Ce sont ceux-là qui donnent des leçons de droits de l'homme à la terre entière. Alors voilà, le résultat n'est rien sans son devenir. Ce devenir est monstrueux. Restituer l'histoire du devenir des marchandises. Or, je suis là quand même pour essayer de nous rendre un peu plus familière la parole de Marx. Et c'est pas simple, vu qu'elle a été recouverte pendant pratiquement presque les 40 dernières années. Vous trouverez le Marx le plus concret, très agréable à lire, parce qu'il est moins abstrait, moins théorique que la première section du Capital qui décourage beaucoup de gens. Je ne décourage pas de la lire, mais enfin, on peut aller tout de suite à un chapitre qui s'appelle « L'accumulation primitive ». Alors là, vous n'en croyez pas vos yeux et vos oreilles. N'est-ce pas, vous connaissez ce qu'on apprend sur ce que les Hollandais faisaient en Indonésie. C'est pas possible. J'ai rien contre les Hollandais. Et même, lecteur de Hegel, j'ai une grande admiration pour ce petit peuple qui s'est libéré, qui a chassé les Espagnols et qui a conquis la terre sur laquelle il travaille sur la mer et sur les flots. Non, non. Je parle du capitalisme hollandais, rapace, comme tout le capitalisme de l'époque, parce qu'il y a une époque où ils faisaient même la pige aux Anglais avec l'amiral Ruyter, et les Hollandais ont été pendant une courte période les maîtres des mers. Mais il faut voir l'histoire des prisons hollandaises avec les esclaves. Mais je ne veux pas entrer dans le détail, parce que je n'aime pas le voyeurisme, c'est insoutenable. Je dis ça parce qu'il y en a qui disent « Oui, Marx, il parle toujours de ce qui est négatif dans la vie, il ne parle pas des dimanches de la vie. » Il a à peine soulevé un coin du voile, il y en a à qui ça donne déjà des brûlures d'estomac. À qui ça gâche leur sieste du dimanche, quand même. Voilà. Donc, je reviens. Dans la production sociale de leur existence, l'homme est une production. Je ne suis pas en train de faire une réduction matérialiste outrancière, au contraire, même, je suis en train de spiritualiser l'homme, enfin, c'est pas moi, c'est Marx, hein, en insistant sur la lettre de ce qu'il dit. Parce que dans produire, il y a pro. Je suis encore philosophe, pardon. Il y a lui aussi. Oui, et ça vient du latin, et ça veut dire dans un but, dans une direction. Procession, vous savez, progrès, etc. Ça veut dire qu'il y a une orientation, que ce n'est pas au hasard dans toutes les directions. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que toute fabrication n'est pas une production. C'est admirable ce que fait une abeille. Ce n'est pas une production. Je fais allusion à une phrase célèbre de Marx où il dit ce qui distingue immédiatement l'architecte le plus malhabile de l'abeille la plus adroite, c'est que l'architecte a sa maison dans la tête avant de la réaliser dans la réalité. Ce qu'on appelle la pensée. Il y a d'abord un plan dans la tête. Ah, on n'habite pas sur un plan de maison. Hein. On n'habite pas dans un plan de maison. Il faut heureusement qu'il y ait des ouvriers pour passer de l'architecte à des maçons, en l'occurrence, n'est-ce pas? Souvent des Portugais et des Italiens, d'admirables maçons français, il y a qu'à voir nos cathédrales, dans la réalité, bien sûr. Mais enfin, je veux dire, pour que ce soit une production, il faut qu'il y ait un programme. Oui, je retrouve pro. Un but. Seul un animal qui sait qu'il va mourir peut avoir un but. Là, je fais un lien profond entre Marx et Hegel. Je ne parle pas de la mort et des tremblements dans la voie, c'est un vieux problème que l'homme a surmonté dès qu'il a commencé à faire des outils. Enfin, qu'il a surmonté. Il n'est pas resté comme ça, paralysé par l'angoisse de la mort. Il a progressé en se faisant son monde à lui, puisque ce monde n'est pas fait pour lui, mais il s'en est fait un autre. C'est ça le monde dans lequel nous vivons, le monde de l'anthropologie. Je reviens à la phrase de Rousseau. J'ai l'air comme ça d'avoir un parcours un peu labyrinthique, mais c'est parce que je reste au centre que je fais des détours. Lorsque Rousseau fait ce passage inquiétant, après ce beau crescendo où on dit qu'on a tout gagné à passer d'état nature à état civil, son âme tout entière s'élève à tel point que, si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait, voyez, on dit conditionnel, bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais, et qui d'un animal stupide et borné fit un être intelligent et un homme. Fin de citation. Je tiens à restituer la lettre de son propos pour l'analyser. Ça veut dire quoi, abuser de l'état civil? Vous savez, vous parlez le français comme moi. Qu'appelles-tu abuser? Abuser d'une personne, la violer par exemple, c'est ce que ça veut dire. C'est une violence. Abuser quelqu'un financièrement, c'est le tromper, le filouter. L'arnaquer, on dirait un langage plus familier. Abuser de la boisson, c'est en prendre trop.
Ce n'est pas les mêmes sens. Rousseau ne précise pas parce qu'il les prend tous. Et je prends le sens surtout de tromper. Abuser, tromper. Il m'a abusé, il m'a trompé. Où est la tromperie qui fait que quelque chose peut surgir dans l'état civil qui est plus monstrueux que ce qu'il y a de pire dans l'état de nature? Pire de nature, il y a l'embarras du choix. Enfin, moi j'ai vu en Afrique comme ça des chiens sauvages qui poursuivaient une antilope en train d'accoucher, de fuir dans la savane avec son petit, vous voyez qu'elle était en train de mettre bas, et la hyène qui dévorait le petit, excusez-moi. On ne peut pas dire qu'elle est méchante, la hyène, elle a des petits à nourrir aussi. Je veux dire, je ne suis pas en train de faire la morale de l'animal. Il n'y a pas de bien et de mal dans la nature. Il n'y a pas de mal parce qu'il n'y a pas de bien. On fait ce qu'on peut, pas ce qu'on doit. C'est un rapport de force. Voilà. Et, bravo. Les 50 premières... Bravo, Hervé. Mais c'est beaucoup plus rigoureux qu'on croit ce que tu viens de dire. Car les 50 premières pages du contrat social sont une analyse par Rousseau du principe du droit du plus fort. Qu'on nous restitue maintenant. Hein. Soit à l'entreprise, ah ben oui, elle est loser, elle est... vous n'êtes pas les plus forts, tant pis pour vous. Hein. Soit par l'idéologie à la Sorbonne, n'est-ce pas? Et je reviens à Foucault, Onfray, vous savez, Nietzsche, le surhomme. Ben oui, Nietzsche, il y a tout ce qui est démocratique et tout, c'est des sortilèges, des incantations faites par les faibles que nous sommes, les inférieurs, n'est-ce pas, pour impressionner les gens supérieurs, qui sont une minorité. Pardon? Les premiers de cordée. Les premiers de cordée, voilà, tout à fait. Exactement. Donc vous voyez, ça revient, hein, cette histoire de... Or justement, Hervé, tu as soulevé un lièvre, je ne vais pas te lâcher. Quel est le premier concept qu'on apprend en physique? Pourquoi je passe à la physique? On n'est pas dans les sciences de la nature, je suis dans Marx, on est dans les sciences humaines, l'histoire. L'effet d'une force sur un produit. Non, mais le premier concept, c'est la force, tout simplement. Qu'est-ce qu'une force? Hein, vous êtes tout d'accord, vous avez fait les premiers cours de physique, la force, puis avec la force sur la distance, c'est le travail, la force, la distance au temps, c'est la puissance, et tout est basé sur la force. Parce que la physique, c'est un objet, c'est physis, en grec, ça veut dire la nature. Ce qui règne dans la nature, c'est la force. Si la Lune tourne autour de la Terre, c'est parce que la masse de la Terre est plus grosse, c'est Isaac Newton. Elle n'a pas le choix. Elle ne se dit pas, je suis un peu fatigué, tourner autour de la Terre, je vais faire un tour autour de Saturne, ça me changera les idées. Non. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Marx et Engels disaient qu'il fallait passer de l'empire, de la nécessité au royaume de la liberté. Les mots sont choisis, de l'empire, impérialisme, de la nécessité au royaume de la liberté. C'est pour ça que je retiens ton mot. Oui, le fait qu'il y ait rapport de force, qui n'est pas en soi un mal dans la nature, je l'ai montré avec la hyène. Mais quand on est passé à l'état civil, réinstaurer une loi du plus fort, c'est ce que Rousseau appelle abuser de l'état civil. C'est nous faire croire qu'on est dans l'état civil alors qu'on a restauré l'état de nature. C'est ça qui est monstrueux. Ça va loin ce que je dis parce que c'est très actuel. Tout le monde est contre l'État, des anarchistes au MEDEF. Je suis un peu maso, j'écoute BFM Business. Pas BFM, non, BFM Business. C'est la radio pour les gagneurs, les traders, enfin ceux qui se prennent pour. Il y a des gamins qui rêvent aussi, les start-upers. Bon. On leur dit allez-y, à la course. Il y en a un ennemi qui va arriver sur 1 million, mais je veux dire qu'il va les écraser les autres, vous voyez bien. Il n'y a qu'à voir les chiffres d'affaires de Google ou de Amazon, n'est-ce pas? Bon. J'écoute, ils sont tous contre l'État, hein, à BFM Business. Ah, il y en a marre, des réglementations, des lois, des trucs, et pourquoi il faudrait que je mette des douches dans mon usine pour des frais supplémentaires. Non mais ça résonne en écho avec ceux qui se disent à gauche de la gauche souvent. Les libertaires, vous savez? La liberté du renard dans le poulailler ou du loup dans la bergerie, comme vous voulez, hein, je veux dire. Oui, la force c'est ça, il faut se méfier. Réintroduire le rapport de force alors qu'on est censé être en état de droit, le contrat social. Vous voyez, comme tout, il y a une musique dans ces mots-là qui sonne en phase ou qui ne sonne pas en phase. Vous voyez, là, je suis en train de mettre en phase les concepts que Marx emprunte à Rousseau. Dans la production sociale de leur existence, je continue maintenant, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté. Alors on me dit, ben voilà ce que je reproche à Marx. Déterminé, et la liberté alors? Ça ne m'étonne pas que ça dérive en totalitarisme. C'est ce que c'est le totalitarisme. C'est l'écrasement de pauvres individus par l'ignoble société.
Code de la partie parle de tout. Vous avez vu ça où? Moi j'ai vu en Allemagne nazie, une race se prétend supérieure à toute l'humanité, c'est-à-dire une partie écraser le tout. J'ai vu quelquefois des partis uniques prétendre parler au nom de la société, d'une manière abusive. J'ai jamais vu, moi, le tout dominer l'individu, ce serait bien, parce que dans le tout, il y a vous, il y a moi, par définition. Quand on dit on est tous là, ça veut dire que personne ne manque. Si la totalité était au pouvoir, ce serait la démocratie réalisée. Qu'est-ce qu'ils ont contre la totalité? C'est bizarre. Vous voyez comment on inverse les choses? En détournant notre horreur légitime des régimes que ça désigne dans l'histoire, contre quoi? Contre vous et moi, contre la société, qui est en train d'opprimer le pauvre individu qui est le patron. Ouais. J'ai bien le droit de faire ce que je veux, après tout. Non. Voilà. Enfin, jusqu'ici, c'était avec Macron, on ne sait jamais. Voilà, je ne veux pas accabler le pauvre Macron qui était une marionnette, n'est pas du patronat, n'est-ce pas? Mais le chemin a été bien balisé avant lui, n'est-ce pas? Dans toute la séquence qui va de Giscard, en passant par Mitterrand, Pompidou, la séquence de la privatisation continue. Privatisation. Je rebondis sur ces mots-là. On sort l'automne, vous avez des forêts magnifiques. Je cherche des champignons, j'arrive à un mur, champignons interdits, propriété privée. Walou. Je peux chercher ailleurs, mais pas là. Ça veut dire que j'en suis privé. Ah oui, je ne suis pas contre. Hein, je suis pas contre. Dans le film, Marx engueule Proudhon, n'est-ce pas, de vouloir supprimer toute propriété. Qu'est-ce qu'il y a tué ma femme et ma brosse à dents aussi? Non, vous savez que Marx, il est pour la propriété collective des grands moyens de production et d'échange. Non, parce qu'il y en a qui vous font croire que vous prenez votre brosse à dents et votre femme. Mais oui. Moi, je me rappelle, quand j'étais à Rome, je commençais à militer, il y avait des affiches où on voyait un vautour tout noir qui fondait sur un petit village de la campagne, il y avait marqué « Les communistes vont vous prendre vos terres ». Ah oui. Vous l'avez vu? Ouais. Oui, ben les terres, elles sont parties. Hein. Mais les communistes n'étaient pas au pouvoir. Les paysans, ils ont fui, les pauvres, hein, les crédits et tout ça, ils sont partis, hein, ils ont quitté la campagne. C'est pas le vautour communiste qui les en a chassés. Bon, voilà. J'insiste beaucoup sur ces aspects-là, ces aspects de manière de parler dans lesquels nous nous pigeons si facilement. Donc, d'un rapport nécessaire, déterminé dans leur volonté. Oui, c'est le rapport déterminé, mais attendez. Mais Pagani, tu nous dis n'importe quoi, tu nous mènes dans la farine. Là. Tu étais en train de dire la Lune, c'est l'empire de la nécessité, parce qu'elle tourne autour de la Terre, c'est la nature, c'est bien ce que j'ai dit. C'est la loi de Newton, Y égale F de X, c'est ça la nature. F fonction de, est déterminée par, pareil tout ça. Dépend de. Et maintenant tu nous dis que Marx il dit que nous on est pareil. Ah non, non, non. Et là je vais reprendre Rousseau, vous voyez, les Lumières ont travaillé. Hein. S'il y a des esclaves par nature, dit Rousseau, c'est parce qu'il y a eu des esclaves contre nature. La force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté les a perpétués. C'est magnifique. Dans le contrat social, c'est des phrases claires, solennelles. C'est vrai qu'il y a des natures. Il critique Aristote qui avait dit il y a des hommes nés pour commander et des hommes nés pour obéir. Vous savez, il y a des natures serviles et des natures. Oui. Rousseau dit oui, il avait raison, mais il prenait les faits pour la cause. C'est pas hein. Les hommes perdent tout dans leur faire, troisième citation, autour du même thème, jusqu'au désir d'en sortir, dit Rousseau. Oui, là encore, il faut restituer l'histoire. Donc, c'est pas le même déterminisme que celui qui est dans l'être, dans la nature, qu'on ne peut rien. Je vous ai dit, il faut manger pour vivre, même dans 10 millions d'années, ça restera vrai. Hein. Quelques manières qu'on ait inventées technologiquement après pour se nourrir. Il faudra toujours manger pour vivre, ça c'est une loi de la nature, qu'on partage avec l'animal et avec les végétaux. Une loi de la vie. Par contre, j'ai envie de vous le dire avec une citation de Rousseau tellement qu'elle est belle. Alors, dans les Mille, il fait la leçon à la maman de son élève. Vous savez, il a fait exprès de choisir une mère qui est dans l'aristocratie. Il lui dit, vous vous fiez à l'ordre actuel, madame, vous vous fiez à l'ordre actuel de la société, sans songer que cet ordre est sujet à des révolutions inévitables. Rousseau écrit ça en 1765, si jamais quelqu'un fut prophète. Et qu'il vous est impossible de prévoir ni de prévenir celle qui peut regarder vos enfants.
Le grand devient petit, le monarque devient sujet, le riche devient pauvre. Vous savez, il y a eu des émigrés à la Révolution qui sont partis en Angleterre à vivre comme ils voulaient. Les coups du sort sont-ils si rares que vous puissiez compter d'en être exempt? Que fera dépourvu de tout ce fastueux imbécile, il parle de son fils, que vous n'aurez élevé que pour la grandeur? Que fera dans la misère ce satrape qui ne s'est point usé de lui-même et qui met tout son être dans ce qui est étranger à lui? Première définition d'un concept marxiste fondamental, l'aliénation. L'étranger, c'est l'alius. Vous voyez, l'autre en latin. Qu'on admire tant qu'on voudra ce roi vaincu qui veut s'enterrer en furieux sous les débris de son trône, moi je le méprise. Je vois qu'il n'est roi que par sa couronne et qu'il n'est rien sans elle. Mais celui qui la perd et s'en passe est alors au-dessus d'elle. Du rang de roi qu'un lâche, un méchant, un fou peut remplir comme un autre, il monte à l'état d'homme. Du rang de roi, il monte à l'état d'homme que si peu d'hommes savent remplir. C'est là qu'on voit que chez Rousseau, l'homme, c'est pas fini. Hein. Voilà, je suis en train de dire que ce déterminisme-là, et il ajoute, c'est la phrase capitale, tout ce que les hommes ont fait, les hommes peuvent le détruire. Il n'y a de caractère ineffaçable que ce qu'imprime la nature. Et la nature ne fait ni riche, ni grand seigneur. Ce déterminisme-là, ne me dites pas que c'est comme la lune autour de la Terre. Il n'est pas contradictoire avec notre liberté. Au contraire, il nous donne les moyens de la conquérir. Quand je réalise, à la différence de la pauvre dame, je dis j'étais la dame parce que j'ai souvent entendu les concierges, j'ai rien contre les concierges, mais c'est une phrase qu'on entend. C'est une concierge un peu caricaturée. Une concierge un peu de la comédie dell'arte. Vous savez qu'il y a des personnes comme ça qui vous disent, vous savez mon petit monsieur, il y aura toujours des riches et des pauvres, hein, quoi qu'on fasse. J'avais entendu ça. Ce que j'appelle les propos de concierge, je ne sais pas que les concierges qui les tiennent. Hein. Mais je la comprends, pauvre dame, elle est tellement découragée, elle en a tellement vu. Vous voyez, il y aura toujours des riches et des pauvres. Il est dans l'intérêt des pouvoirs de faire croire que c'est aussi inéluctable qu'une loi naturelle. Vous voyez où je veux en venir? Que c'est comme la lune tournant autour de la Terre. Et il faut des patrons pour donner du travail. Oui, non, mais attendez, un directeur d'une entreprise nationalisée, tout fonctionnaire qu'il est, c'est un patron, hein. C'est ça qu'on entend. Voilà, et puis il y a des petits patrons où je me suis battu pour eux, hein, parce qu'ils se battaient pour l'emploi de leurs employés. Je veux dire, moi je bouffe pas du patron, c'est pas la question. Je bouffe du patron qui bouffe tous les autres patrons et tous les ouvriers en même temps, hein, je veux dire, il y en a. Et c'est ceux-là qui dominent le monde. Voilà. Donc, et ceux-là, ils n'ont pas ni nationalité, il y en a aussi bien en Chine, en France, aux États-Unis. Je ne suis pas sectaire en disant ça. Donc, je suis en train là, c'est une bonne nouvelle, c'est après ce que veut dire Évangile, après tout. Hein. C'est que notre déterminisme, celui que nous avons créé, nous en tant qu'hommes, tout ce que les hommes ont fait, les hommes peuvent le détruire, les hommes peuvent le défaire, dit Rousseau. C'est une bonne nouvelle. Donc, le plus important, c'est qu'est-ce qui, dans la vie quotidienne, dépend de nous, ou ne dépend, ou est inéluctable, n'est-ce pas, est un déterminisme naturel contre lequel je ne peux rien. Vous vous rendez compte, mais on balbutie à peine dans la réponse à cette question. Il y a des milliers de choses qu'on croyait être dans l'ordre des choses, comme dit la langue française, et dont on s'aperçoit très bien qu'ils ne sont pas dans l'ordre des choses. Tenez, Racine, notre poète tragique, dans sa préface à Phèdre, dit « J'ai fait une entorse à la tradition qui dit que c'est Phèdre qui a calomnié son beau-fils, là. » Parce que j'ai pensé que la calomnie est une chose trop épouvantable pour la mettre dans la bouche d'une princesse qui, de son état, ne peut se livrer à une chose aussi noire. Son état, ça veut dire classe sociale à l'époque, hein, tiers état. C'est extraordinaire, ça veut dire qu'à l'époque, de naissance, n'est-ce pas, on pouvait calomnier. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est pour retracer, j'ai fait ces longs détours pour comprendre la richesse de la réflexion de Marx quand il parle de classe sociale. Parce qu'il y en a qui disent « Ah, le marxisme, c'est un des rares défauts du film. C'est qu'on a l'impression que Marx est pour la lutte des classes. Non, il est pour l'abolition des classes sociales. Comment voulez-vous qu'il y ait lutte des classes là où il n'y en a plus? Réfléchissons. Une classe, quand les grèves de 36, les ouvriers se sont défendus contre une attaque. Ils n'étaient pas agressifs. Quand une attaque contre leur dignité, leur salaire, leur niveau de vie, le travail de leurs enfants, voilà, que mes enfants ne soient plus comme moi. C'est pas l'agressivité, c'est le contraire. Ils sont battus pour l'humanité, si vous regardez bien. Voilà. Donc, il fallait passer, je reviens encore à ce texte, je cite ce texte pour revenir
à la notion d'idéologie, parce que j'ai employé la notion d'idéologie dominante tout à l'heure, je ne voudrais pas que ça reste comme ça un slogan ou comme une insulte, c'est pas mon genre. C'est pour que ce soit précis et qu'on puisse le retourner contre moi, donc aussi bien, en discutant. Mais on y arrive. Des rapports nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent, alors voilà le Y égale F de X, à un degré déterminé du développement des forces productives. Pour aller très vite, c'est une autre citation de Marx, le moulin à bras donne la féodalité, le Moyen-Âge, le moulin à vapeur donne la bourgeoisie et le monde industriel. En gros, les forces productives déterminent certains rapports de production. Maintenant, quand vous conjuguez, je redeviens un peu abstrait, mais j'alterne un peu les deux, parce que si on n'est qu'abstrait, ça fatigue un peu la tête, et si on n'est que concret, on se perd. Donc j'essaie d'alterner. Lorsqu'on conjugue les forces productives, en gros, tout ce qui nous permet de produire les moyens de production, du galet éclaté jusqu'à l'accélérateur de particules. Eh ben oui. Lorsque l'on les conjugue avec les rapports de production, qui sont des rapports de propriété, dit Marx. Vous avez une charrue, comme seule chose pour produire dans une petite commune perdue quelque part dans la campagne. Ça ne donne pas du tout la même société selon que cette charrue appartient à un seul qui taxe tous ceux qui veulent l'utiliser, le seigneur par exemple, ou si elle appartient à une coopérative, par exemple. Ça, c'est les rapports de production. Rapports de propriété. Si on conjugue les forces productives et les rapports de production, on obtient enfin une unité historique, une époque, comme on dit dans le langage courant, que Marx appelle le mode de production. Voilà, je ne veux pas être plus abstrait. Force productive, rapport de production, mode de production. Vous avez tout ça dans ce texte. Au fait, je vous donne la référence, puisque j'ai dit que c'est le maximum de marxisme dans le minimum de pages. Donc on peut critiquer Marx. Je vous dis tout à l'heure que moi, en tant que philosophe, il ne manquerait plus que je sois contre la contradiction, surtout. Surtout quand on est philosophe qui se réclame de la dialectique. C'est la préface ou l'avant-propos, ça dépend des traductions, à la contribution à la critique de l'économie politique, c'est le titre complet, contribution à une critique de l'économie politique, c'était le titre initial du Capital, donc c'est le Marx définitif, c'est important. Et ça, c'est la préface de 1859. Au cas où vous avez un doute, vous mettez ça sur Google et vous avez tout de suite 3 pages absolument incontournables. Que je continue. Je viens de résumer, en fait, ce que, grosso modo, tout être tant soit peu cultivé connaît en gros de Marx. Il y a en bas, infrastructure, n'est-ce pas? Infra en grec, ça veut dire en dessous. Le monde matériel et au-dessus, supra, n'est-ce pas? Les superstructures, tout pour simplifier ce qui est dans nos têtes, que ce soit des sentiments, des idées, des religions, etc. Pour Marx, ce qui est en dessous détermine ce qui est au-dessus. Je viens de résumer le marxisme faux. Vous voyez? Ah ben oui, je vous surprends. Si on arrête le texte là, on n'a que la moitié de Marx. Donc pas faux au sens d'inexact, mais faux au sens où si on me dit c'est quoi Mozart, je vous réponds c'est un Autrichien. C'est pas faux, c'est pas inexact, mais enfin Hitler aussi. Je vous ai pas répondu grand-chose. C'est faux, vous savez, quand on vous dit la justice est profonde, la vérité, il faut dire toute la vérité. Si on dit une partie, c'est qu'on dit du faux. Je suis en train de rappeler que cette première partie fait comme s'il n'y avait pas d'histoire. Or, Marx inaugure la science de l'histoire. On est dans l'éternité avec en bas des choses matérielles et au-dessus des gens qui pensent. À la ligne, à un certain degré de leur développement, alors là on rentre dans la dynamique, dans le temps, vous voyez, non plus dans l'espace en dessous, au-dessus. Les forces productives matérielles entrent en conflit avec les rapports de production dans lesquels elles s'étaient développées jusqu'alors. J'ai dit tout à l'heure, le moulin à bras donne la féodalité, le moulin à vapeur donne la bourgeoisie. Oui, mais on ne passe pas de la féodalité à la bourgeoisie un 31 décembre 89 à minuit. En s'embrassant, salut, tenez, je vous donne les clés, on a perdu la partie, c'est à vous de jouer, c'est pas comme ça que ça se passe. Il a fallu couper quelques têtes, il a fallu vaincre de toutes les armées d'Europe l'OTAN, pardon, ça ne s'appelait pas l'OTAN. Ça s'appelait même pas encore la Sainte Alliance. Ça s'appelait les émigrés, n'est-ce pas, qui allaient s'allier avec les grandes puissances d'Europe pour mettre fin à cette épouvantable chose de la Révolution. Je fais une parenthèse, je reviens à l'Afrique. Chaque fois qu'un pays a conquis son indépendance et a choisi une option un peu différente de l'OTAN, du monde libre, excusez-moi, comme vous voulez, il faut qu'on se mette d'accord, c'est désigner les mêmes pays. L'Éthiopie, le Congo ex-belge, il a changé de... Non, je parle en Afrique là pour l'instant uniquement. Burkina. Ah oui, excuse-moi, j'ai compris le Vietnam. Oui, Burkina, merci. Comme j'ai failli publier les mémoires de Feu Sankara, je fais bien d'en parler.
lui flanque immédiatement une agression, une guerre. Si vous voyez l'état dans lequel est le pauvre Mali, PMA, franchement, c'est terrible socialement. Et je dis ça, et ne croyez pas que je suis là pour faire pleurer, parce que j'aimerais bien être heureux à un quart comme eux. Ils ont du mérite à être heureux. Enfin, heureux, je veux dire, ils n'affichent pas leur misère, ils ne sont pas là en train de... Mais, en chiffres, c'est terrible. Or, puis, vous les voyez traverser la Méditerranée 3-4 fois, en noyant, en revenant, bon, c'est que ça ne va pas très bien au pays. Or, imaginez ce que serait le Mali si en plus il avait une guerre. Je suis en train déjà d'oublier qu'on lui en a flanqué une avec Hollande. Oui, non mais attendez. L'Éthiopie, on lui a mis 3 guerres. C'était un des pays les plus pauvres, vous vous rappelez, les famines, on disait les petits Éthiopiens, c'était devenu emblématique de la famine. 3 guerres, une par le nord, l'Érythrée, pays islamiste comme par hasard. L'Éthiopie, un des rares pays qui est chrétien, non pas par la colonisation, mais parce qu'il est depuis l'aube des temps. Hein. L'ancien empereur d'Éthiopie s'appelait Négus, roi des rois, lion de la tribu de Juda, descendant du prêtre Jean, faites-en autant, hein. Ça c'est des titres. Bon. Par l'Érythrée, par le sud, par la Somalie, qui était pro-américaine à l'époque, islamiste aussi, vous voyez, et par l'Est, dans l'Ogaden, 3 guerres à ce pauvre pays. Comment voulez-vous, je veux dire, les meilleurs, c'est ceux qui laissent leur peau dans ces trucs-là. À Stalingrad, c'est pas les planqués qui sortaient hein, de la tranchée, ou qui se mettaient à la fenêtre pour tirer. C'est une loi générale, c'est affreux ce que je dis, mais c'est comme ça, c'est les meilleurs qui laissent leur peau. Pensez à la Russie. Après ce que la barbarie nazie a fait, et après ce que les purs staliniens y ont fait, qu'est-ce qui reste? Ce qu'on peut, hein, des Brejnev, ce qu'on peut. Hein. Bon, malgré ça, on achète tout le sucre de la production de Cuba, parce qu'il faut les aider et tout. Enfin, à la fin, on met un genou en terre, quoi. Voilà, je refais cette parenthèse un peu sombre, mais je veux dire, c'est important les guerres et la violence. J'ai fait un séminaire toute l'année dernière, qui s'appelait « Entre crise et guerre, philosophie, point d'interrogation ». Tant qu'on peut encore entre crise et guerre, c'est la guerre, on ne philosophe plus, il n'y a plus que 2 camps. Alors, il n'y a plus besoin de... Il n'y a plus de 3e boîte de sortie. Hein. Donc vous voyez, si en plus on flanque une guerre à des pays comme ça, il ne reste rien. Donc, quand je parle, je reviens en arrière, n'est-ce pas? Lorsque Marx dit à un certain niveau de développement les forces productives entrent en contradiction avec les rapports de production. Et là, il y a cette phrase capitale, de forme, la phrase est un peu compliquée parce qu'elle était à l'envers, de forme d'expression, si vous voulez, de ces rapports qu'elles étaient, elles en deviennent des entraves. Jusque-là, les rapports de production étaient l'expression des forces productives. Le moulin à bras donne la féodalité, le moulin à pain donne la bourgeoisie. Mais lorsqu'il y a cette distorsion, c'est-à-dire de nouvelles forces productives apparaissent, progrès technique, mais les rapports de production restent là. On a toujours le féodal sur la, n'est-ce pas, qui nous taxe dès qu'on franchit la Marne, par exemple. À l'époque, il y avait des péages partout. Hein. Et on taxe, quoi. Et c'est pour ça que la bourgeoisie a été révolutionnaire, parce que sa marchandise, arrivée au bout du rouleau, elle était invendable, avec toutes les taxes qu'il y avait, n'est-ce pas, elle avait intérêt à abolir tout ça, et elle a bien fait. Marx lui rend hommage dans une partie le plus grand hommage à la bourgeoisie ascendante qu'on ait jamais fait, c'est les premières pages du manifeste du Parti communiste, si vous regardez bien. Donc il y a une distorsion. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit, il y a une première partie où c'est du Marx faux, un peu abstrait si vous voulez, et puis là on devient concret. C'est jamais comme ça. C'est jamais mécaniquement, n'est-ce pas, l'économique qui produit le fait que, tiens, j'aime bien cette chemise-là. C'est pas si simple. Pas, que je préfère les violettes aux vertes, c'est pas ou l'inverse. C'est pas si simple. Il y a toujours des distorsions. Et ces distorsions, elles viennent du fait que le temps de développement des forces productives est beaucoup plus rapide que celui des mentalités, tout le monde le sait, vous le savez bien. Donc, de forme de ces rapports de production, des forces productives qu'elles étaient, ces rapports de production en deviennent des entraves, virgule, alors s'ouvre une époque de révolution sociale. C'est ce que nous vivons. La révolution peut prendre 1000 formes, elle est silencieuse quelquefois. Alors, dans les 20 dernières années, combien de centaines de millions de Chinois sont passés d'une misère millénaire, pas au Pérou, hein,
Dans des petits ateliers où ils marnent comme des dingues. Hein. Mais dans des conditions que ni vous ni moi, heureusement, n'accepterions. Et c'est un progrès. Il y a des révolutions silencieuses. Ils ne sont plus enfoncés le fumier humain avec les pieds toute l'année. Là. Pour manger. Pour manger. Uniquement pour manger. Ils peuvent s'acheter une moto, bientôt une voiture. C'est des révolutions silencieuses. Je ne parle pas des révolutions, vous les connaissez, de la médecine, de la... Donc, le développement des forces productives est beaucoup plus rapide que celui des mentalités. Mais à la fin, qu'est-ce que je suis en train de dire à travers Marx? Et là, je reviens à l'actualité. C'est que vu le niveau de développement des fantastiques forces productives d'aujourd'hui, ces criminels vont continuer à les gérer avec un rapport de production qui est apparu au XIXe siècle. N'est-ce pas? Avec, vous avez vu, les poulies, les courroies, là, c'était la révolution industrielle, c'est ça. Et des gamins de 5 ans qui laissent leur peau. Or, on est encore dans ces rapports de production capitalistes, avec propriété privée, des grands moyens de production et d'échange. C'est monstrueux la distorsion qu'il y a. L'élastique va casser. Je ne suis pas nécessairement optimiste, hein. Ça peut casser dans une révolution. Vous savez, il y a eu les nazis parlaient de la révolution nationale. Hein. Ils parlaient d'ordre nouveau. Ne confondez pas les conservateurs, parce qu'il y a pire, il y a les réactionnaires. C'est-à-dire ceux qui ont eu peur et qui sont méchants. Vous savez, ceux qui étaient partis en Angleterre après la Révolution française et qui sont revenus à la Restauration, on disait ils sont terribles parce qu'ils n'ont rien appris ni rien oublié. Ils n'ont toujours pas compris ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas oublié qu'ils ont eu peur, ils sont devenus méchants. Voilà, je m'arrête là pour l'instant parce que je suis revenu à l'actualité, c'est ce que je voulais. C'est l'essentiel pour comprendre Marx, c'est qu'aujourd'hui, le niveau des forces productives est tel qu'il permet des choses où les problèmes dans lesquels nous nous débattons vont apparaître dérisoires à nos enfants. Je donne un dernier exemple, si vous voulez, avant de vous donner la parole. Il y a des comptables anglais qui avaient calculé, pardon de rire, en 1840 que bientôt on pourrait plus circuler dans Londres parce qu'il y aurait tellement de chevaux, de voitures à chevaux, n'est-ce pas, que la hauteur du fumier atteindrait 30 mètres de haut dans les rues. Vous voyez ? On croit qu'on anticipe l'avenir, on est dans les déterminations du présent. Il faut nous libérer de tout ça. Nous en avons les moyens. J'ai fait une allusion tout à l'heure à ITER qui travaille sur la fusion contrôlée avec l'hydrogène. Et je veux dire, heureusement que dans les siècles qui viennent, l'énergie elle-même ne sera pas un problème de coût. Pas, par exemple. C'est comme le René Dumont qui disait que c'était des tonnes de nourriture qui étaient gaspillées. Ça fait plus de 30 ans déjà qu'il en parlait. Oui, mais quand elles sont gaspillées, oui, quand il y a eu la crise des années 30, voilà. Il y a un économiste qui vous donne raison. Il y a un économiste qui a dit le spectacle absurde des foules crevant de faim devant des greniers trop pleins. On jetait le café dans les locomotives pour faire baisser les coûts. On jetait le lait dans les caniveaux alors qu'il y a des enfants. Vous avez vu les raisins de la colère, comme tout le monde. C'était terrible, la misère. Donc qu'on ne dise pas qu'on produisait trop, parce que j'entends ça, mais qu'on produit trop. Pas pour moi, hein. Moi, je trouve que j'ai pas assez. Et je suis dans un des 5e pays le plus riche du monde. Moi, quand j'entre dans une grande surface, je sais pas vous, moi je vais pas, je prends le produit le plus cher tout de suite sans regarder les prix. Non. Ah ben alors, donc on n'est pas des consommateurs. On ne se vautre pas dans la consommation. Madame, vous ne vous vautrez pas dans la consommation. J'aimerais bien. Je vous le souhaite. On n'en est pas là. Voilà, j'arrête de parler. Merci Dominique. Merci à vous.